Bienvenue dans Parlons de vrai. Aujourd'hui, on explore une question qui divise beaucoup de couples. Deux spécialistes vont nous accompagner pour analyser ce sujet avec précision. Alex, expert en dynamique relationnelle, est reconnu pour sa capacité à décortiquer les comportements de couple et à mettre en lumière les mécanismes invisibles qui influencent nos décisions. Julie, formée en psychologie sociale, apporte une compréhension fine des émotions, des attentes et des tensions qui façonnent les relations modernes. Il excelle dans l'art de relier les faits aux réalités humaines. Ensemble, ils vont tenter de répondre à cette question qui fait débat dans tant de foyers. Installe-toi. On entre dans le vrai. Dans le monde entier, on s'acharne vraiment à diviser nos factures d'électricité et nos loyers à l'euro près. Ouais, c'est devenu une obsession. Complètement. Et tout ça, soi-disant, au nom d'un idéal d'égalité. Sauf que, statistiquement parlant, l'une des deux personnes dans ce même foyer fournit souvent jusqu'à 10 fois plus de travail gratuit que l'autre. 10 fois plus, oui. C'est le chiffre et c'est énorme. C'est fou. Parce que le modèle financier du 50-50, à la base, c'était censé représenter la libération ultime, non? Tout à fait. La garantie d'une relation super moderne, équilibrée, sans aucune dépendance. Alors pourquoi les données montrent-elles que cette même quête d'égalité stricte est en fait en train de mener toute une génération au burn-out relationnel? Complexe, sans prendre en compte tout ce qui ne s'achète pas, ça crée des fractures invisibles, mais des fractures totalement dévastatrices. Et c'est exactement le cœur de cette exploration aujourd'hui. Exactement. Pour comprendre ce décalage, on a rassemblé une série de sources très solides. On s'appuie sur des données sociologiques mondiales de l'OCDE, sur les recherches récentes du Pew Research Center aux États-Unis. Des données très éclairantes d'ailleurs. Grave. Et on a aussi les rapports très précis de l'Observatoire des inégalités en France. Et on va croiser tout cela avec la psychologie clinique du couple. Et il faut préciser un point essentiel dès le départ, l'objectif de cette analyse n'est absolument pas de juger la façon dont un foyer organise ses finances. Non, bien sûr, c'est pas le but. Ni de faire un plaidoyer politique. Il s'agit vraiment de décortiquer les mécaniques invisibles de l'équité relationnelle. Comprendre pourquoi, bien souvent, ce qui semble juste sur le papier devient super étouffant dans la réalité. Bon, décortiquons tout ça. Avant de faire le procès de ce modèle, il faut déjà définir de quoi on parle exactement. C'est la base, oui. Donc le 50-50, dans sa version la plus stricte, c'est l'idée de diviser toutes les dépenses communes par deux. Le loyer, les courses, les factures d'Internet, tout y passe. Voilà. Et là, je vais me faire l'avocat du diable 2 secondes. Vas-y, je te l'écoute. Sur le papier, si 2 adultes travaillent à plein temps, génèrent un salaire et consomment les mêmes ressources sous un même toit, ce partage ne relève-t-il pas simplement du bon sens? Enfin, pourquoi l'un devrait-il subventionner l'autre? Ce qui est fascinant ici, c'est que cette logique est mathématiquement irréprochable. Vraiment. On est d'accord. Mais elle repose sur une illusion. L'illusion que l'argent est la seule devise qui circule dans un foyer. Ah, je vois où tu veux en venir. Le 50-50 financier occulte complètement une autre économie. Une économie parallèle et très silencieuse. Celle du travail domestique? Oui, celle du travail de soi et de la charge mentale. On divise ce qui a un prix affiché. Mais comment on chiffre la gestion des émotions? C'est dur à chiffrer ça. Ou la planification des repas, le soutien psychologique après une mauvaise journée, ou la logistique médicale des enfants. Ouais, le rendez-vous chez le dentiste, les vaccins, genre de choses. Mais la réponse évidente serait de dire qu'on ne le chiffre pas en fait, parce que c'est de l'amour, pas une prestation de service. Sauf que l'amour ne prévient pas l'épuisement, et c'est là que les données de l'OCDE jettent un froid. Qu'est-ce qu'elles disent exactement, ces données? À l'échelle mondiale, les femmes consacrent entre 2 et 10 fois plus de temps au travail de soins non rémunérés que les hommes. Jusqu'à 10 fois? Oui. On part de millions d'heures invisibles dédiées à l'entretien de la vie domestique et familiale. Donc un foyer peut arborer fièrement un tableau de dépenses parfaitement divisé par 2. Tout en hébergeant une asymétrie monumentale sur l'investissement global. Exactement. Oui. Mais attends, est-ce que ces données de l'OCDE prennent en compte le nombre d'heures travaillées à l'extérieur? C'est-à-dire? L'objection classique serait de dire que si une personne fait 60 heures par semaine dans un cabinet d'avocat et l'autre en fait 30. Oui, il serait normal que celle qui a plus de temps libre absorbe cette charge. Voilà, c'est le cas. Alors les sociologues ont évidemment isolé ces variables. Et le constat est frappant. Ah ouais?
Même à temps de travail professionnel égal, le fossé du travail domestique et émotionnel persiste fortement. Incroyable. La charge invisible s'étend pour remplir le temps disponible en fait. Et elle atterrit de manière disproportionnée sur un seul côté de la balance. C'est la limite de la calculatrice, quoi. Couper une facture de gaz en deux, c'est une soustraction qui prend, 3 secondes. C'est ça. Mais diviser la fatigue par 2, diviser l'anticipation par 2, c'est juste impossible. Impossible. On ne fait pas un virement bancaire pour compenser le fait de s'être réveillé 3 fois dans la nuit pour un enfant malade. Couper la fatigue en 2, c'est vraiment une autre histoire. Précisément. Et c'est ce qui explique que de nombreux individus évoluant dans ces schémas prétendument égalitaires se heurtent à un mur de fatigue inexpliqué. Ils comprennent pas pourquoi ils sont fatigués. Non, ils se disent « tout est à moitié, alors pourquoi suis-je la seule ou le seul à être complètement épuisé ?» Mais du coup, si ce système est si imparfait, si la littérature sociologique démontre qu'il produit une telle asymétrie, comment expliquer qu'il reste la norme ultime? C'est une bonne question. Surtout que les femmes, en particulier, ont historiquement lutté pour obtenir cette indépendance financière. Ce n'est pas un modèle qu'on leur a imposé, c'est souvent un modèle qu'elles ont revendiqué. Parce que le 50-50 répond à 3 nécessités psychologiques et historiques fondamentales. Lesquelles? D'abord, l'autonomie. Historiquement, le mariage était une institution de dépendance économique pour les femmes. C'est clair. Pouvoir dire « je paie ma moitié », c'est une déclaration de dignité en fait. C'est la garantie de ne rien devoir à personne et surtout d'avoir la liberté de quitter la relation si nécessaire. Ça, c'est le premier point. Ensuite, il y a la transparence. L'argent est l'un des premiers motifs de divorce. Poser une règle stricte, ça évite d'avoir à justifier ses achats personnels. C'est le confort de ne pas avoir à demander la permission pour s'acheter un truc, quoi. Voilà, exactement. Et la troisième raison, c'est ce qu'on appelle la théorie de l'équité en psychologie sociale. Ok. Et elle postule quoi, cette théorie? Elle postule qu'un individu est satisfait s'il perçoit un équilibre entre ce qu'il apporte et ce qu'il reçoit, pour éviter le ressentiment. Logique. Le problème, c'est que le 50-50 pervertit cette théorie. Il confond complètement l'égalité de la dépense avec l'équité de l'effort. Ah, c'est là que ça devient vraiment intéressant. Parce qu'on touche à la différence fondamentale entre l'égalité et l'équité. C'est le cœur du problème. Nos sources utilisent une analogie économique que je trouve super parlante. C'est un peu le débat entre un impôt à taux unique et un impôt progressif. Tout à fait. Prenons un loyer de 1 000 €. On le coupe en deux. Ça fait 500 € chacun. Jusque-là, le calcul est simple. Voilà. Sauf que si l'un gagne 3 000 € par mois, cette part représente un 1/6 de ses revenus. C'est totalement indolore. C'est une goutte d'eau pour lui. Mais si l'autre partenaire gagne, disons, 1 200 €, ces 500 € amputent presque la moitié de sa capacité financière mensuelle. Et c'est énorme au quotidien. Sur le papier, c'est une égalité parfaite. Mais dans les faits, c'est un impôt extrêmement régressif. Ça asphyxie complètement le partenaire qui a les revenus les plus faibles. Parce que l'égalité, c'est la même règle pour tout le monde, indépendamment des ressources. Alors que l'équité, L'équité, c'est proportionner l'apport aux capacités réelles pour que ce qu'on appelle le coût de l'effort ressenti soit le même pour les deux. c'est beaucoup plus juste. Quand on impose l'égalité stricte face à une grande disparité de revenus, on crée une violence économique silencieuse. Le mot est fort, mais ouais. Le partenaire qui gagne moins ne peut plus épargner, ne peut plus investir et paradoxalement, Il perd cette fameuse autonomie que le modèle était censé protéger à la base. exactement, c'est le piège. D'accord, mais repoussons un peu les limites de cet argument. Que se passe-t-il quand l'égalité des revenus est réelle? C'est une excellente question. Le Pew Research Center a mené une étude spécifiquement sur ces foyers, non? Ceux où les deux partenaires gagnent en gros la même chose. Oui, et c'est probablement l'étude la plus révélatrice de notre exploration. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont trouvé? Parce qu'aux États-Unis, dans les 29% de mariages où les revenus sont considérés comme égaux, l'égalité domestique n'existe toujours pas. Attends, vraiment? Même avec le même salaire? Même avec le même salaire, les chercheurs constatent que les femmes continuent de porter une part nettement supérieure du soin et de la logistique du foyer. Mais c'est fou, ça. Et il y a plus troublant encore, certaines études montrent que lorsque la femme gagne plus que l'homme, Ouais? elle a parfois tendance à augmenter son temps de travail domestique. Sérieusement? Elle gagne plus et elle fait plus de ménage. Oui. De manière totalement inconsciente, en fait. C'est souvent pour compenser cette transgression des normes de genre traditionnelles. C'est ahurissant. Notre cerveau préférerait donc se surcharger de corvées plutôt que d'affronter le malaise de bousculer un stéréotype séculaire.
c'est la puissance de la socialisation. Mais ce qui me fascine encore plus dans ces sources, c'est l'aveuglement qui règne au sein même du couple. L'Observatoire des inégalités en France a publié des chiffres sur la perception du travail accompli. Oui, et c'est là qu'on réalise que les deux partenaires vivent carrément dans des réalités parallèles. Des réalités parallèles, c'est exactement ça. Les chiffres illustrent une dissonance cognitive majeure. 48% des hommes affirment que les tâches domestiques sont réparties à parts égales. D'accord ? Pourtant, seuls 41% des femmes font le même constat. Il y a un gouffre entre ce qu'une personne pense faire et ce qui est réellement accompli. Mais comment la psychologie explique-t-elle ça? Ce n'est sûrement pas juste de la mauvaise foi généralisée, si? Non, pas du tout. C'est un simple problème de mémorisation de l'effort? C'est exactement ça. On appelle cela le biais égocentrique. C'est un phénomène d'encodage de la mémoire. Comment ça marche concrètement? Pour utiliser une image, imagine que tu cours sur un tapis de course. Tu vas ressentir chaque goutte de sueur, chaque accélération de ton rythme cardiaque, la brûlure dans tes muscles. Ouais, je vois très bien. Ton cerveau encode cet effort de manière très vive. En revanche, si ton partenaire court sur un autre tapis dans la pièce d'à côté, Je sais logiquement qu'il fait un effort. mais tu ne le ressens pas. Dans un couple, on mémorise parfaitement les poubelles qu'on a sorties nous-mêmes. Mais on est aveugle aux 3 heures de charge mentale de l'autre pour organiser la semaine. Voilà, le biais égocentrique en pleine action. Si on relie ça au contexte global, cette dissonance de perception, elle tombe pas du ciel. Ah non, pas du tout. Elle s'ancre profondément dans la manière dont on nous apprend, dès l'enfance, à évaluer notre propre valeur ajoutée dans un groupe. L'éducation joue un rôle central là-dedans. Les individus sont socialisés de manière très distincte. Tu peux préciser? Traditionnellement, la société valorise la contribution masculine par le prisme du pourvoyeur matériel. L'équation interne devient un truc du genre « je fournis une sécurité financière, je paye ma part, donc mon contrat relationnel est rempli Le job est fait, quoi. ». C'est ça. À l'inverse, on socialise très tôt une grande partie de la population, et particulièrement les femmes, autour de la notion de care. Le soin aux autres? Le soin, le maintien du lien social, la fluidité du quotidien. Et comme le marché économique ne donne une valeur tangible qu'à ce qui est facturable, Le travail de care s'évapore complètement. totalement, il passe dans la catégorie des comportements normaux, attendus, et du coup, il devient invisible. Ce qui veut dire que lors d'un conflit sur l'épuisement, on a 2 personnes qui ne parlent pas du tout la même langue conceptuelle. Exactement. L'un brandit un relevé de compte bancaire pour prouver son engagement, et l'autre brandit des heures de sommeil en moins ou des tableaux logistiques. Ils essayent de mesurer un volume avec une règle graduée en centimètres. C'est une super métaphore. Et sur le long terme, ce décalage crée de véritables bombes à retardement émotionnel. Ah ouais, Oui, les sources identifient 3 répercussions majeures et destructrices. commençons par la première, La première, c'est une accumulation toxique de ressentiments. la fameuse goutte d'eau. C'est ça. Une dispute hyper violente éclate pour une éponge mal essorée ou un verre laissé sur la table. Alors que la crise n'a rien à voir avec le verre. Évidemment, c'est le déchargement soudain de mois de logistique invisible qui cherche à s'exprimer. D'accord. Mais est-ce que cela impacte d'autres sphères que la simple ambiance du salon? Qu'en est-il de l'intimité, par exemple? C'est la deuxième répercussion, l'effondrement du désir. Carrément. Bah oui. L'érotisme nécessite une polarité, un certain mystère, un partenariat d'adultes, quoi. C'est logique. Quand une personne a l'impression de devoir manager son partenaire comme un adolescent à qui il faut dicter les tâches, Ou à l'inverse, quand on se sent évalué en permanence sur un tableau de bord domestique. on bascule dans une dynamique parent-enfant. Ou pire, patron-employé. Le partenaire devient juste un colocataire à gérer. Ouais. Difficile de maintenir une tension amoureuse avec son responsable des ressources humaines. Totalement incompatible. Et ça mène directement à la troisième phase, l'éloignement émotionnel. Le couple qui devient un contrat. Le foyer se transforme en une entité purement transactionnelle. On compte les points, on négocie chaque action, et le couple se fige dans une posture ultra défensive. L'argent n'est jamais juste de l'argent. C'est du pouvoir, c'est de la sécurité, parfois même du contrôle. Oui, tout ça à la fois. Et quand la coopération cède la place à la comptabilité stricte, on perd l'essence même de ce qui fait une équipe amoureuse. Personne ne tombe amoureux d'un contrat, c'est évident. Personne. Alors, qu'est-ce que tout ça veut dire? À ce stade de l'exploration, on pourrait conclure que la calculatrice et la recherche d'égalité stricte sont les pires ennemis de l'amour moderne. On pourrait le penser, oui. Pourtant, en examinant la fin de ces rapports, on s'aperçoit que la formule mathématique en elle-même n'est pas le véritable coupable. Non, elle ne l'est pas. Blâmer le 50-50, au fond, c'est comme accuser le thermomètre d'être responsable de la fièvre.
L'outil comptable ne crée pas la maladie. Il se contente de la révéler. Voilà, il la révèle quand la relation manque d'un anticorps essentiel, la parole. Et c'est un virage conceptuel très important qui est abordé dans les sources. La psychologie parle de justice relationnelle. Par opposition à l'égalité arithmétique. Exactement. Le partage financier strict ne devient destructeur que lorsqu'il sert de paravent au silence. Ah, donc le problème, ce n'est pas le calcul en lui-même. Non, le drame, ce n'est pas de diviser par deux. Le drame, c'est d'adopter ce modèle par défaut, comme un slogan automatique le jour où on emmène ensemble. Sans se poser de questions sur la gestion des aléas de la vie. Voilà, on adopte le slogan et on n'en dispute plus jamais. Et les sources illustrent ça brillamment avec 2 études de cas. Prenons le premier cas présenté dans les analyses sociologiques. Oui, un cas très fréquent. C'est un couple de cadres. Ils sont tous les deux en CDI. Et ils divisent scrupuleusement les factures au centime près. Au centime près, ouais. Sur le papier, le modèle est juste parfait. Sauf qu'en coulisses, l'un des partenaires, en l'occurrence la femme, absorbe la quasi-totalité de la charge mentale. Les rendez-vous chez le pédiatre, les menus, l'organisation des cadeaux pour la belle famille. Tout. Elle s'épuise en silence. Mais ce qui m'interpelle dans cette étude, c'est la réaction de l'autre partenaire quand le burn-out éclate. Il y a une incompréhension totale, n'est-ce pas, Evelyne? Une incompréhension super sincère. Le partenaire qui ne voit pas la charge invisible tombe réellement des nues. C'est fou. Il ne s'agit pas nécessairement de manipulation ou de mauvaise foi. Son logiciel interne lui indique que le contrat, donc payer la moitié, est respecté. Il n'a jamais été invité à regarder les clauses invisibles du fonctionnement de la maison. C'est ça. Le modèle figé a empêché toute conversation sur l'évolution de la fatigue. Ce qui nous amène au second cas étudié, un cas qui utilise exactement le même outil mathématique, mais avec un résultat diamétralement opposé. L'approche change tout. Il s'agit d'un couple aux revenus similaires, qui possède un tableau strict pour diviser les charges, mais la différence mécanique, c'est qu'ils ne laissent pas le tableau dicter leur vie en pilote automatique. L'élément clé de ce second cas, c'est le check-in mensuel. Le check-in, c'est-à-dire Ils se réunissent une fois par mois. Ils utilisent le fichier de calcul non pas comme un juge statique, mais comme un point de départ pour une discussion. ils ajustent. Ils abordent les imprévus, une baisse de morale, un pic de stress au travail ou une dépense médicale imprévue. Donc, si l'un est épuisé, l'équilibre financier peut être temporairement modifié pour lui permettre de lever le pied. Exactement. Ou bien des fonds communs sont alloués pour externaliser une tâche ménagère, par exemple. Le tableau Excel n'est plus une prison, c'est un document vivant. Le modèle fonctionne parce qu'il est malléable. En synthétisant l'ensemble de ces données, on comprend que l'idée d'une division financière n'est pas toxique en soi. Le 50-50 ne détruit pas les couples. C'est plutôt rassurant. Ce qui détruit le lien, c'est l'incapacité à adapter ce modèle aux saisons de la vie. C'est le décalage entre la théorie et la réalité vécue. Les saisons de la vie, ouais. Une carrière qui ralentit, l'arrivée d'un enfant, une maladie. L'égalité mathématique, c'est juste un instantané. C'est vrai. Or, une relation s'inscrit dans la durée. Le système doit pouvoir s'assouplir pour compenser ces déséquilibres qui sont inévitables. Le 50-50 doit être une base négociable, pas un plafond rigide. Et ça demande du courage. Parce que ça oblige à sortir du confort binaire des chiffres. Absolument. La vraie question qu'un foyer moderne devrait se poser, au-delà de savoir si la facture a bien été coupée en deux, Oui. c'est de savoir si chaque individu se sent soutenu, respecté et vu dans l'intégralité de ses efforts dans la durée. L'équité, c'est un sentiment de justice globale. C'est pas une simple soustraction sur un écran. Reconnaître le travail invisible, le verbaliser, l'intégrer dans l'évaluation de la participation de chacun, c'est le seul moyen d'éviter que le sentiment d'injustice ne s'installe. Ce qui nous amène à une pensée assez vertigineuse pour clôturer cette analyse. Je t'écoute. Quelque chose qui invite vraiment à prolonger la réflexion bien au-delà de toutes ces études. Vas-y. Imaginons une société où on commencerait à traiter l'organisation, la logistique et la charge émotionnelle d'un foyer avec le même sérieux que les compétences sur un vrai CV professionnel. Ah, c'est un vrai changement de paradigme. Totalement. Si on devait évaluer formellement l'expertise, le temps et l'énergie nécessaires pour faire tourner une maison, comment est-ce que cela transformerait la table des négociations de la prochaine génération de couples? C'est une excellente question. Ça changerait tout. Pourrions-nous voir un jour l'émergence de véritables clauses d'équité de soins? Des clauses discutées ouvertement. Ouais, des discussions aussi normales et banales qu'un contrat de mariage, tenues ouvertement avant même d'ouvrir le premier carton d'emménagement. Ce serait une sacrée révolution. Finalement, pour s'assurer qu'une relation est véritablement saine, il faudra peut-être commencer par trouver le courage de mesurer tout ce qui n'a pas de prix.
Merci d'avoir partagé ce moment avec nous dans Parlons de vrai. Un grand merci à Alex et Julie pour la clarté, la profondeur et la sincérité de leurs analyses. Et merci à vous, qui nous écoutez, pour votre présence, votre ouverture et votre envie de comprendre plutôt que de juger. Si cette conversation vous a parlé, si elle vous a éclairé ou simplement fait réfléchir, alors n'hésitez pas à vous abonner à Parlons de vrai. C'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de ne rien manquer des prochaines discussions. Prenez soin de vous. On se retrouve très bientôt pour continuer à parler vrai.